Bonjour, merci de nous retrouver en cette matinée de mercredi, toujours aussi pluvieuse, orageuse et venteuse en Israël. On espère réchauffer l'atmosphère sur le plateau de la matinale. Et pour nous y aider ce matin, nous parlerons avec Kamal Ashkar du film documentaire qu'il a réalisé. Bonjour Kamal. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Nous voyagerons donc de Tingir à Jérusalem à la recherche des liens forts qui existaient par le passé entre les Marocains, la communauté juive locale, avant que les Juifs n'immigrent en Israël et n'abandonnent complètement l'Atlas marocain. Nous serons accompagnés dans ce voyage dans le passé par notre expert du monde arabe, Samir Ben Laïchi. Bonjour Samir. Bonjour. Merci à vous également d'être avec nous. En deuxième partie d'émission, on parlera d'une autre immigration, celle des Juifs d'Éthiopie en Israël. Iliana Attali nous racontera tout sur cette minorité qu'on appelle aussi les Falachas. Mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité de ce matin avec Elsa. Elsa, bonjour. De l'amélioration dans la Nathalie, météo. bonjour à tous. Eh bien, la situation s'est améliorée ce matin. Hier, l'armée de l'air et la marine ont dû intervenir pour sauver des personnes surprises par la montée des eaux. C'est le retour au calme désormais. L'autoroute Ayalon qui s'était retrouvée inondée a maintenant réouvert. On s'attend sûrement à une journée plus organisée, notamment au niveau de la circulation. Seul bémol à ce tableau plutôt optimiste, la neige attendue à Jérusalem en fin d'après-midi et qui risque cette fois de perturber aussi le trafic. Et on continue toujours en Israël avec l'actualité électorale. Les spots de campagne ont été diffusés pour la première fois hier soir. Et comme à l'accoutumée, les réactions des partis ne se sont pas fait attendre. À partir donc d'hier et jusqu'au 22 janvier, jour des élections, ces spots seront diffusés sur les principales chaînes israéliennes 3 fois par jour. Et toujours à propos des élections législatives, Tzipi Livni a réitéré sa proposition de front uni avec Shelly Yachimovitch et Yair Lapid. La présidente du parti Atnoa a proposé lors d'une conférence de presse de former un bloc d'opposition ou bien même de rentrer dans un gouvernement de coalition sans l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. On passe à présent à l'Égypte. Le chef du Hamas en exil est arrivé au Caire. Khaled Meshal, en visite pour plusieurs jours, est venu accompagné d'une délégation. L'homme qui doit rencontrer les dirigeants égyptiens pour discuter de la réconciliation interpalestinienne sera suivi par Mahmoud Abbas. On ne sait pas encore si les deux hommes vont s'entretenir directement. Et toujours en Égypte, le Qatar vient à la rescousse financière du pays. L'Émirat a annoncé avoir avancé 2,5 milliards de dollars à l'Égypte pour l'aider à faire face à sa crise monétaire. Je vous rappelle que la livre égyptienne n'a cessé de perdre du terrain en raison de l'instabilité politique du pays. L'Égypte négocie également avec le FMI d'un autre prêt d'un montant de 4,8 milliards de dollars afin d'éponger son déficit. En France, le terroriste libanais Georges Ibrahim Abdallah pourrait être remis en liberté demain. L'homme, condamné en 1986, avait participé à l'assassinat d'un attaché militaire américain et d'un diplomate israélien à Paris. Le tribunal de l'application des peines qui statuera sur son cas doit, en cas de remise en liberté, assortir sa décision d'une expulsion du territoire français. Voilà, c'est sur ces termes qu'on referme ce point sur l'actualité. Tout de suite, retour à vous Nathalie sur le plateau de la matinale. Excellente journée à tous. Merci Elsa. Et puis une nouvelle qui vient de tomber, les écoles à Jérusalem pourraient être fermées en après-midi, cet après-midi, pour cause donc de chute de neige. Voilà donc pour la météo, l'actualité en Israël ce matin. On passe de Tinrir à Jérusalem, les échos du Mélar. C'est le nom de ce film documentaire que vous avez réalisé, Kamal Ashkar, que vous êtes venu présenter en Israël. Avant d'en voir un court extrait, de parler des réactions que vous avez eues en Israël, mais également à travers le monde, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de ce film que vous avez réalisé? Oui, bien sûr. Le pitch, pour résumer, c'est un film qui raconte, à travers mon regard de franco-marocain, de culture berbère et de culture musulmane, l'histoire subjective d'une communauté juive qui avait vécu aux côtés à Tinrir, dans mon village natal, jusque dans les années 60. Donc je pars à la rencontre de cette mémoire musulmane, de ceux qui ont connu cette présence, et surtout je retrouve 50 ans après ceux qui ont quitté Tinrir et qui habitent maintenant ici en Israël. C'est ça, vous faites le lien entre ce passé et ce présent qui a été un peu déplacé, un déplacement de certaines populations
générations, mais qui restent avec le même amour des uns des autres. Tout à fait. Puis c'est un film sur les identités qui voyagent et de montrer comment, malgré la coupure, malgré les 50 ans de coupure, comment moi j'ai réussi à reconnecter effectivement cette histoire éclatée. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on partage encore, juifs et musulmans, berbères, marocains, issus de l'Atlas, mais aussi d'ailleurs du Maroc. On partage encore une culture commune, une langue commune, une mémoire commune plurielle. Et donc c'est un film effectivement sur... c'est un hymne à l'altérité, au vivre ensemble et aux identités plurielles. Un film contre les replis communautaires. On en regarde un court extrait tout de suite, on en reparle après. Voilà l'un des extraits, on en reverra d'autres dans le courant de cette émission. À la croisée des cultures, ce film, c'est un véritable voyage, une vraie réflexion autour donc des identités en partage, des territoires en commun. Il n'y a pas seulement la question de l'identité au sens individuel, il y a également la question du territoire qui est largement abordée. Un territoire que les juifs et les musulmans partageaient il y a peu. Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun qu'ils n'ont plus éventuellement aujourd'hui? Ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils partagent une mémoire, en tout cas commune, un vivre ensemble, c'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment côte à côte. Il n'y avait pas de... Même si le titre du film s'appelle les Tinrir Jérusalem, les échos du Mellah, il y avait une vie spécifique aussi dans les villages de l'Atlas, c'est qu'il n'y avait pas de quartier spécifiquement juif, c'est-à-dire que les maisons étaient vraiment les unes à côté des autres. Je peux vous donner un exemple. On ne parle pas seulement de tolérance. Vivre ensemble, on se tolère. C'est pas ça le sujet qui existait il y a une cinquantaine d'années. C'était une véritable vie en communauté, tous ensemble. On vivait ensemble, alors il y avait des frontières qui étaient bien définies, évidemment, c'était la frontière religieuse, c'est-à-dire qu'on évitait en tout cas de se marier ensemble. Il y a une séquence comme ça dans le film assez drôle. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Pendant Pessah, il y a le pain azim qu'on appelle shtoto en berbère, que les juifs offraient à tous leurs voisins et leurs amis musulmans. Et en retour, les musulmans, eux, donnaient de l'huile d'olive, des dattes, etc. Moi, c'est mon grand-père qui m'a d'abord raconté cette histoire-là, Baha, et qui me racontait comment il commerçait avec Moshe, David, et comment il leur apportait des marchandises de Marrakech. Donc, et ce qu'il nous dit, et ce qui est très touchant dans ce film, c'est qu'à un moment, il dit, finalement, la seule chose qui nous réunissait, c'est le bien. Ouais, et c'est beau d'entendre ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, surtout en ce moment, parce que je pense qu'en ce moment, on a de tels replis communautaires de part et d'autre, à la fois de la part des communautés juives, mais aussi des communautés musulmanes. Et je crois qu'effectivement, ce film est un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre. Et c'est aussi une réflexion sur les identités en général. J'ai voulu en faire un hymne, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, à l'altérité, aux identités plurielles. Et je crois qu'il y a une autre voie entre le repli communautaire et la haine de soi. C'est-à-dire, évidemment, alors c'est plus difficile comme position, parce que ça nous fait questionner, ça nous interroge. Ça demande une introspection que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire. Exactement, et donc par conséquent, voilà, donc il y a en tout cas, c'est aussi un cri contre l'amnésie pour ne pas oublier que cette histoire a existé. C'est pas seulement parler de ce passé, c'est pas seulement un film nostalgique, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là aujourd'hui avec les jeunes générations. Une histoire dont on ne parle pas forcément assez. Samir, vous avez énormément de points communs avec Kamal, celui notamment d'être originaire du Maroc, d'avoir étudié en France, celui d'être aujourd'hui sur ce même plateau en Israël. Est-ce que vous vous retrouvez dans les questions identitaires de Kamal? Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, je vais raconter comment on s'est rencontrés. Allez-y, c'est une jolie histoire. Ce que je voudrais signaler à nos téléspectateurs juste avant, c'est que quand vous vous êtes rencontrés là maintenant sur ce plateau, Samir a commencé à parler à Kamal en hébreu, Kamal lui a répondu en français, et puis c'était un véritable festival de langues. On va parler tout à l'heure justement de toutes ces langues que vous apprenez tous les deux pour être plus proches aussi des autres. C'est-à-dire on vit dans 3-4 langues, et puis parfois on perd son latin, comme on dit. C'est le cas de le dire. Alors comment vous vous êtes rencontrés? Racontez-nous. J'ai donné une conférence à l'université Tel Aviv pour ce qu'on appelle le grand public. Il y avait une bonne femme qui est venue me voir à la fin de
de la conférence. Et elle me dit, écoutez monsieur, je connais un autre Marocain qui, sans être juif, il a appris l'hébreu, qui est venu ici en Israël. Comment ça se fait qu'il y a encore un autre Marocain qui a appris l'hébreu et qui est là en Israël et puis il faudrait que vous vous rencontriez. Et puis voilà, donc je lui ai donné mon email. Elle aurait pu rentrer chez elle et oublier, mais elle a fait le contact. Donc lui a envoyé mon email et puis on s'est rencontrés après. Et alors après, une vraie histoire d'amitié est née. Vous avez retrouvé des choses en commun que vous aviez tous les deux de par vos origines, mais aussi de par vos préoccupations. Bah oui, donc chacun. Oui, d'abord il y a cette question, c'est-à-dire que même les intellectuels, je veux dire pas même, mais les intellectuels et le grand public au Maroc se posent aujourd'hui pourquoi les juifs marocains qui sont au Maroc depuis 2000 ans pourquoi ont-ils quitté en masse le Maroc, parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, imaginez dans une famille, il y a quelqu'un, un frère aîné ou cadet, un matin, il quitte. Et puis, après quelques années, on doit chercher les causes, pourquoi il a quitté le foyer. Peut-être qu'on lui a fait du tort, peut-être qu'on a fait quelque chose du mal. Et puis, je sais pas si on va trouver des questions, parce qu'il y a tellement... Alors justement, Kamal, est-ce que vous avez trouvé des réponses à toutes ces questions avec lesquelles vous étiez venu avant de réaliser ce film ? Le film, d'abord, il est né comment ? Il est né par cette transmission familiale où mon grand-père me révèle qu'il y avait une communauté juive, moi qui pensais qu'il n'y avait que des Marocains musulmans. Donc pour Parce que vous avez été pétri dans cette idée-là, que finalement, toutes les communautés étaient séparées les unes des autres, dans le communautarisme. Non, pas forcément, mais par exemple, je pensais, moi, le mot juif, c'était associé à la Shoah. Et j'ai eu un professeur d'histoire qui nous avait sensibilisé à cette question douloureuse. C'était en classe de 3e. Et quand à 17 ans, 18 ans, à l'âge des questions, on se pose aussi des questions propres, identitaires. Est-ce que je suis français ? Est-ce que je suis marocain ? Est-ce que je suis berbère ? Enfin voilà, qui suis-je ? Toutes ces questions-là font que je me suis considéré comme une espèce d'étrangeté des deux côtés. Et quand mon grand-père m'a révélé qu'il y avait une communauté juive, je me suis identifié aussi à cette étrangeté, parce que pour moi ça a été une véritable révélation d'apprendre qu'il y avait des juifs. Alors effectivement, dans le film, c'est pas un film d'histoire, mais c'est un film qui donne des clés aussi de compréhension. Il n'y a pas qu'une réponse sur cette question, comme vient de le dire Samir. Les raisons, elles sont multiples, elles sont complexes, et dans le film j'apporte par petites couches successives les raisons effectivement de ces départs. Moi je pense que finalement ces personnes, ces juifs marocains ça c'est ma théorie, ont été dépassés plutôt par la grande histoire. Il y a quelque chose qui la grande histoire les a complètement engloutis dans une autre histoire. Donc voilà, les raisons elles sont complexes, mais effectivement c'est parti de ce questionnement. Comment, après 3000 ans de présence au Maroc, on quitte sa terre. C'est aussi, le film, c'est ça, c'est aussi une réflexion sur l'arrachement à la terre, sur l'exil, la galoute en hébreu. Et effectivement, moi j'étais touché d'imaginer que, c'est ce que je pose dans la séquence que vous avez passée tout à l'heure à mon grand-père. Si on te demandait à toi de quitter ta maison, tes voisins, là où tu as vécu, là où tu as senti tes premières odeurs, pour lui ce serait impossible. Et donc pour moi, je me suis identifié, ces vieilles personnes que j'ai retrouvées ici en Israël pourraient être très bien mes grands-parents à qui on aurait dit effectivement de quitter le Maroc et d'avoir vécu pendant tant d'années sur une terre et de partir presque en quelques jours. C'est quelque chose que j'avais envie de La question du territoire, donc particulièrement importante, notamment dans votre film. On va en revoir un autre extrait, on s'en lasse pas, on en reparle après. برافو عليك شكون تشلحيت ولا التمازير والو ولا التمازير عقلتي عليهم مزيان دائما كنحسبوا على البلاد وعلى اولاد البلاد كل على حق المسلمين البلاد كانوا ماشوا حاجه مزيانه بلغ الاسلامي بدنك ولا بلغ الاسلامي المعلم داو تقيد له هي شالوم هتخدم غادي خصني شالوم اللوز بارك الله فيك والو ما شنو غير حيانا
والدين كاين والدين تشوغتين غير والدين ستات يمدوك لي ولا يمدوك لي المسلمين كاع يمدوك المعقول ولا حشنا يتقدم مسكين كاع مدوك لينا هذه تخيات الصرا ولا تخيات القمايل كنا كاين ديك كاع يمدوك. Un vrai moment d'émotion, on le voit. Réaliser ce film, ça a été aussi un dépassement pour vous personnellement. Ouais, ça a été une vraie aventure parce que finalement, par la figure de l'autre, je me suis réapproprié aussi ma propre identité marocaine et berbère, et marocaine surtout. Et effectivement, j'ai dû passer par cet autre, le juif absent, qui n'est plus là malheureusement, en tout cas dans mon village. Il reste encore une communauté juive assez importante au Maroc, enfin en tout cas active, très minoritaire mais active. Mais là, effectivement, cette séquence de Shalom Illouz, qui connaissait mon grand-père, le père de mon père, et donc je les mets en connexion. On est à Yavne avec mon père qui est au Maroc, qui lui a fait le chemin inverse, qui est retourné vivre au Maroc et qui surtout se souvient de tous ses amis et se souvient de la langue berbère. Ça a été quelque chose qui a été au Maroc, en tout cas dans l'accueil du film, l'idée que, parce que ça a été diffusé quand même en prime time sur 2M à une heure de grande écoute, l'idée de voir des juifs en Israël d'origine marocaine parler encore entaché, parler l'arabe, Darija, tout le monde le sait, ouais. Mais de parler la langue berbère, le tamazir, ça a été quelque chose, ça a été un véritable choc. Comment ça a été reçu justement au Maroc, ce film ? Ben, la majorité des gens, j'ai plutôt eu un accueil extrêmement, très très favorable. Au sein de la population, au sein du gouvernement, on a entendu des voix plus discordantes, qui étaient moins contentes et plutôt véhémente envers... Oui, les deux pôles qui ont critiqué le film, c'est les panarabistes et les islamistes. Mais même à l'intérieur des islamistes, il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils avaient apprécié le film. Mais les autorités en général ont plutôt apprécié le film parce que ça donne aussi une image du Maroc, d'un pays ouvert, tolérant. Donc pour eux, c'est un peu tout bénef. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est plutôt les réactions du public, des jeunes, des gens qui n'ont pas eu la chance d'être allé à l'école, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai voulu d'abord faire un film plutôt qu'un livre, parce que je pense qu'avec l'image, c'est beaucoup plus facile d'accéder justement à ces personnes qui n'ont pas forcément accès à la culture. Alors, justement, un autre point qui vous rallie, vous êtes enseignant, Kamal, ouais. Vous, Samir, êtes professeur dans 2 pays différents, mais vous avez diffusé le film à vos élèves, à certains de vos élèves. Comment il a été perçu ? Samir, est-ce que vous entendez, vous comptez le diffuser à vos étudiants? Oui, bien sûr, on va faire une projection à l'université, mais déjà à l'université ici en Israël, à Tel Aviv, le Maghreb était un petit peu marginalisé. Donc, depuis que je suis là, on est en train de leur raconter que le Moyen-Orient, c'est pas seulement l'Égypte et la Syrie, c'est pas seulement Assad et Morsi, mais aussi ces communautés marocaines. Je ne parle pas des gouvernements, mais du peuple. C'est-à-dire, ce sont des Arabes, des musulmans, mais autre chose. Élargir les horizons Bien sûr. Ouvrir ce village-monde, finalement, le transformer en véritable réalité quotidienne pour chacun et pas seulement en un concept assez vague et flou. Et chaque fois, j'ai un étudiant qui me dit « Vous avez un accent qui me fait penser à mon père ou à mon grand-père ». Parce que quand on vit au Maroc et quand on grandit avec l'arabe ou le berbère ou le français, on apprend l'hébreu, on le parle dans mon accent. Donc c'est pas le fait d'être juif ou pas juif, mais le fait d'avoir un quotidien précis, c'est-à-dire de passer par des circuits francophones et arabophones et berbophones, et puis on finit par avoir l'accent que j'ai. Parfois on me dit que j'ai un accent juif. Et ce n'est pas un accent juif, mais c'est quelqu'un qui est passé par ce circuit, c'est-à-dire c'est les pratiques qui forment l'accent et pas l'inverse. Mais moi, je voudrais quand même dire un truc sur le fait qu'un juif parle berbère, c'est-à-dire comment c'est perçu au Maroc. Parce que, c'est-à-dire dans l'imaginaire, donc l'imaginaire collectif au Maroc, le juif est un produit de la modernité. C'est quelqu'un qui parle français, qui est quasi français, qui ressemble au français, qui imite le français. Mais le fait de le voir parler en hébreu, parce que l'hébreu, c'est... en berbère, moi je confonds encore les berbères et l'hébreu. C'est-à-dire le fait de le voir parler berbère,
pour les Marocains d'aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est un vrai symbole. C'est-à-dire le berbère. C'est un vrai symbole d'enracinement. Bien sûr. C'est-à-dire le berbère, c'est la langue des autochtones du pays, c'est la langue des gens qui ont été là avant le commencement de l'histoire officielle de ce pays. Donc c'est de confirmer encore l'idée que le juif, il n'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part, mais qui est chez lui. Chez lui, et puis non seulement chez lui, mais il parle la langue maternelle de ce pays. Donc c'est pas quelqu'un. Donc la langue comme outil pour effacer, gommer notamment les barrières. Il faudrait que vous veniez plus souvent vous deux, Kamal et Samir, sur ce plateau pour gommer justement toutes ces différences qu'on a et qui nous font parfois beaucoup de mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On va à présent parler d'un autre mélange de culture et de communauté, ou en tout cas de ce à quoi peut ressembler le résultat de ce mélange. Il est souvent cité comme un exemple de réussite pour la communauté éthiopienne. Le député Shlomo Moula est le deuxième juif éthiopien à avoir été élu à la Knesset après Avigdor Yitzhaki. Et il a de bonnes chances d'être réélu. Shlomo Moula figure en 8e position sur la liste de Hatnoua, le nouveau parti de Tzipi Livni. Fleur Citruc l'a rencontré lors d'un meeting lundi soir à Rishon LeZion. Regardez. C'est une salle comble qui est venue écouter Shlomo Moula à Rishon LeZion. Des Éthiopiens venus de tout le pays soutenir leur frère, comme ils l'appellent. Shlomo Moula, lui, je le comprends quand il me parle. C'est un homme bien. J'espère qu'il va nous redonner de l'espoir pour qu'enfin il n'y ait plus de racisme. Je soutiens Shlomo Moula car c'est un homme courageux et intelligent. Le peuple l'aime. L'histoire de Shlomo Moula commence comme celle de milliers de juifs éthiopiens qui ont fui leur pays pour venir en Israël. Je suis venu en 1984. J'ai fait une partie de mon chemin à pied de l'Éthiopie au Soudan. C'est là que j'ai perdu un ami cher, tombé sous les balles des gardes-frontières. J'ai ensuite fait de la prison au Soudan. Je suis arrivé ici grâce à un pont aérien organisé par l'armée israélienne. La suite est une longue liste de succès. Après le passage obligé à l'armée, Shlomo Moula fait des études universitaires. Il grimpe les échelons au sein de l'agence juive, puis se lance en politique. Élu député en 2009 sur la liste de Kadima, il se présente maintenant sous l'étiquette d'Hatnoua. Shlomo Moula ne voit pas l'intérêt d'un parti qui ne s'adresserait qu'aux Éthiopiens. Il faut agir au sein des grands partis pour être influent. Mon rôle, c'est d'amener les autres députés à se sentir concernés par les Éthiopiens. Ça ne doit pas être seulement mon problème, mais celui de tous. C'est ensemble que nous voulons construire une société. Pour cela, nous avons besoin de beaucoup de monde et que tous travaillent de concert. La vision de Shlomo Moula est aujourd'hui celle d'un homme d'État et non d'un simple représentant de communauté. Ça ne suffit pas d'être juif, il faut construire ici un État démocratique qui aspire à la paix et qui ait une vision d'avenir. Je crois en la paix entre nous et les Palestiniens. Il faut leur donner des droits élémentaires pour qu'ils puissent construire leur État. Shlomo Moula est une véritable star dans la communauté éthiopienne où il est largement cité comme exemple. Le parcours de Shlomo Moula est un exemple extraordinaire pour la nouvelle génération. Nous avons besoin de plein d'autres Shlomo au Parlement, dans tous les organes de représentation et à tous les niveaux de la société israélienne. Et rectification, le premier juif éthiopien à avoir été élu à la Knesset, c'est Adisso Massala et non Avigdor Yitzhaki, comme je l'avais annoncé. Plein d'autres personnalités, Fleur Citruc nous le disait, issues des minorités qui sont donc appelées à constituer la force vive de l'État d'Israël. On continue donc à en parler avec vous. Ilana Attali, bonjour. Bonjour Merci de nous rejoindre ce matin. On l'a entendu dans ce reportage, l'arrivée des premiers juifs d'Éthiopie, dont Shlomo Moula faisait partie, ne s'est pas fait sans heurts. Tout à fait. Avant de parler des difficultés liées à l'immigration éthiopienne, on va remonter un peu en amont et parler de l'origine de ces juifs éthiopiens, que vous avez appelés au départ les falachas, mais il faut savoir que c'est un terme qui est péjoratif et qui signifie en amharique exilé, et qui était un terme en fait, qui était employé par les autres communautés éthiopiennes pour discriminer en quelque sorte les juifs éthiopiens. Donc il faut préférer d'autres termes. Voilà, on va plutôt les appeler les Beta Israël, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui signifie maison d'Israël. Donc ils sont originaires du nord de l'Éthiopie. On voit sur la carte en fait des régions du Gondar et du Tigre. Et il faut savoir qu'au départ, ils vivaient dans des États indépendants jusqu'au XVIIe siècle.
Et au moment où l'Empire éthiopien a conquis ces États, ils ont été justement très discriminés par la population éthiopienne, étaient notamment accusés de porter le mauvais œil, ou encore étaient interdits de posséder des terres. Donc entre 65 et 75, il faut savoir que une immigration clandestine a commencé à se mettre en place vers Israël. On voit ces jolies images donc, de cette immigration dont vous parlez. Oui, jusqu'à ce qu'en 75, le gouvernement israélien reconnaisse la judaïté de cette communauté et mette en place des opérations assez phénoménales, donc l'opération Salomon et l'opération Moïse, dans les années 80 à peu près. Et sachant que ces opérations, donc au nom très biblique, étaient choisies sciemment. Le nom n'est pas choisi par hasard. Exactement, c'était choisi très consciemment puisque la légende dirait que les Éthiopiens, les Juifs éthiopiens, descendraient de Ménélik, qui n'est autre que le fils de la reine de Saba et du roi Salomon. Voilà, c'était cette histoire d'amour que beaucoup ont conté entre la reine de Saba donc, et le roi Salomon. Au jour d'aujourd'hui, on a le chiffre exact du nombre d'Éthiopiens présents en Israël. Alors ça tourne autour de 110 000 âmes, ce qui représente à peu près 1,4% de la population israélienne. Donc une minorité, très peu de personnes. On l'entendait dans ce reportage, Shlomo Moula a fait partie du voyage, une certaine partie du voyage à pied. Il débarque ensuite en Israël. Le reste de son histoire, c'est l'histoire d'un succès, tant à l'armée qu'à l'université. On peut dire de façon générale pour la communauté éthiopienne que le premier contact avec Israël est plutôt rude. Très rude. Donc, on parle de la première génération d'immigrants. Et c'est vrai que le choc culturel est énorme, sachant qu'on est dans deux sociétés diamétralement opposées, qu'on parle en Éthiopie d'une communauté rurale, agricole, autour du village, autour de la famille élargie. Donc, une culture complètement différente. Ils se retrouvent en Israël, pays moderne. Certains villages les plus reculés n'avaient même pas l'électricité en Éthiopie. Donc, vraiment, un choc culturel énorme. Ils sont télescopés en Israël sans forcément ni avoir de préparation suffisante, ni avoir de réponse ici, quand ils se retrouvent en Israël, d'intégration adaptée et adéquate. Exactement, pas de formation scolaire, une culture complètement différente, l'éclatement familial dû à l'exode également, la langue, enfin tout un tas de problématiques qui arrivent dans toute immigration, mais là particulièrement avec une culture diamétralement opposée. Particulièrement, ce à quoi s'ajoute le niveau religieux, la différence religieuse. Voilà, il faut savoir qu'on pourrait croire a priori que le judaïsme serait un point de raccord entre les deux cultures, mais les Éthiopiens en Éthiopie donc pratiquaient le judaïsme de façon différente par rapport à ce qu'on connaît ici, le judaïsme orthodoxe que l'on connaît en Israël notamment, et avaient des pratiques assez différentes, et c'était également une sorte de traumatisme d'arriver en Israël et de voir sa religion, ses pratiques de la religion remodelées par l'orthodoxie israélienne. Par exemple, je vous donne un exemple assez concret, la pratique de la nida, donc je rappelle, c'est la séparation des femmes durant la période du cycle menstruel, donc comme un moment où elles sont considérées comme impures. En Éthiopie, les femmes étaient mises dans des maisons qui s'appelaient les huttes de sang. Donc mises complètement en quarantaine. Complètement en quarantaine, complètement exilées, à l'écart de la société. Mise de côté, mise au banc presque de la société pendant quelques jours. Exactement, donc des pratiques très extrêmes à ce niveau-là. Ils n'avaient pas de synagogue, par exemple, pas de rabbin. Ils lisaient l'orite, qui est le nom qu'ils donnaient à la Torah, dans un lieu appelé le masguid. Il y avait des sacrifices d'animaux. Une religion qui pratiquait de façon assez différente. Plus pratiquée avec des plus traditions dans les textes, et exactement. D'une certaine façon, plus qu'au quotidien comme on peut le vivre en Israël. Exactement. Une autre différence quand on arrive en Israël et quand on vient d'Éthiopie, c'est la situation socio-économique. On n'est plus du tout dans le même schéma. Exactement. Donc comme je vous disais, le taux de scolarisation était très faible. Les formations étaient c'était plutôt un monde agricole. Donc on arrive ici et pour vous donner un chiffre très parlant, en 2005 encore, 65% des plus de 37 ans étaient au chômage. Les Israéliens éthiopiens étaient au chômage. Bon, alors, je voudrais donner quand même une note un peu plus positive. Les jeunes générations s'intègrent, bien sûr. Et là, on parle vraiment des premières générations d'immigrants, la première et la deuxième. Les toutes jeunes générations s'intègrent beaucoup mieux. On a beaucoup d'exemples, notamment dans la société israélienne, de jeunes gens qui participent à l'équivalent de la Star Academy française et qui chantent en hébreu et sont complètement investis et intégrés dans la société israélienne. Niveau politique, à part Shlomo Moula, est-ce qu'on a d'autres militants, d'autres figures de la société, la communauté éthiopienne? Alors, il faut savoir que la communauté éthiopienne a été très militante dès le départ et s'est très rapidement autorégulée et a créé une sorte de réalité politique éthiopienne. Au jour d'aujourd'hui, il y a pléthore d'associations éthiopiennes, que ce soit pour l'éducation, pour le droit des femmes, pour
contre le racisme et la discrimination. Et j'ai noté pour vous 2 événements importants donc, du militantisme éthiopien. Dans les années 90, en 96 exactement, il y a eu un tollé, enfin vraiment quelque chose un élément qui a fait scandale. Les services de santé israéliens mettaient systématiquement de côté les dons de sang faits par les Éthiopiens, par mesure de prévention, comme quoi, par fantasme un peu du sida qu'amènerait cette communauté, donc par racisme. Voilà. Et ça a fait vraiment un tollé dans la communauté éthiopienne et au-delà de la communauté éthiopienne. Plus récemment, il y a 1 an exactement, janvier 2012, un jeune homme éthiopien, Molat Hararo, a marché pendant 3 jours. Sur cette image, exactement. Donc. Il s'est peint le visage, une moitié en noir, une moitié en blanc, et il a marché pendant 3 jours de son village Kiryat Malachi jusqu'à la Knesset pour protester contre ce qu'il estimait de la discrimination à l'égard de la communauté éthiopienne. Donc voilà, on est dans un process. Il faut le dire aussi, on demande en Israël aux Éthiopiens, aux Juifs venus d'Éthiopie de s'intégrer, mais c'est aussi au gouvernement et à la société de faire son travail d'intégration, de recevoir ces différents immigrés. Et là, tout n'est pas gagné, il y a beaucoup de travail encore à faire. On conclut sur une note positive ou pas? Intégrer ou pas les Béta Israël? Alors une note en demi-teinte, on va dire, puisque on est dans un processus d'intégration. Comme toute immigration, il faut le temps, il faut que des générations passent pour que les futures générations s'intègrent davantage et davantage, et bien sûr que le gouvernement mette en place des moyens pour cette intégration. Et moi, je voulais vous conseiller un film pour terminer, un film qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais vu il y a quelques années à Paris au Festival du film israélien, qui s'appelle Zerubbabel, qui est le premier film d'un cinéaste éthiopien-israélien qui s'appelle Shmuel Berou, et qui narre le quotidien d'une famille éthiopienne dans un quartier au travers des yeux d'un petit garçon de 4 ans. Et vous verrez un peu plus les mœurs de cette communauté, la culture, la nourriture, l'intégration, un petit peu... tout ce qui se passe, les événements, les cérémonies de cette communauté. Parce qu'on l'a vu dans cette émission, par le film, par les documentaires, on arrive beaucoup à comprendre des réalités, à approcher la réalité d'un pays, les difficultés auxquelles on est confronté. Merci Ilana d'être venue ce matin. Excellente journée à vous. Oui, parce qu'en finalement, en Israël, cet État qui fait beaucoup parler de lui, eh bien cet État n'a que 65 ans, bientôt en tout cas, un État tout jeune, ce qu'il ne faut pas oublier, avec donc autant de défis sécuritaires, certes, mais d'intégration aussi de tous ces immigrés, chacun avec son histoire et son passé. C'est donc ainsi qu'on termine cette émission. On attend vos réactions, vos questions, vos suggestions sur notre adresse email qui s'affiche en dessous de votre écran, lamatinale.info@gmail.com. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Amateurs de yiddish et de ladino, soyez au rendez-vous. Demain, nous parlerons de ces langues un peu oubliées. Excellente journée à vous et d'ici demain, portez-vous bien.